Février 2026. Un passage maritime de 34 km de large se ferme, et ta vie quotidienne bascule sans que personne ne te prévienne. Je ne parle pas d'un scénario de film catastrophe. Je parle de ce qui se passe en ce moment même, sous tes yeux, dans ta station-service, sur ta facture d'électricité, dans le prix de ta baguette de pain. Le détroit d'Ormuz est quasi fermé depuis fin février 2026. Près de 20% du pétrole mondial ne peut plus transiter normalement. 20%. Imagine qu'on te coupe un cinquième de ton salaire du jour au lendemain. Ton mode de vie entier change. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à l'économie mondiale en ce moment. Et la France est en première ligne, même si on te fait croire le contraire. Moi, c'est Lucas. Je suis derrière Mature Finance, et mon obsession depuis des années, c'est de décortiquer les mécanismes financiers que personne ne t'explique clairement, pour que tu puisses protéger ton argent, ton pouvoir d'achat, et prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Alors reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui, ça va changer ta façon de voir ta prochaine facture de gaz. Le détroit d'Ormuz. Beaucoup de gens en ont vaguement entendu parler aux informations, entre deux sujets sur la météo et le dernier fait divers. Mais rares sont ceux qui comprennent la portée réelle de ce qui se joue là-bas. Ce corridor maritime, coincé entre l'Iran et Oman, relie le golfe Persique à l'océan Indien. En 2024, il transportait en moyenne 20 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 20% de la consommation mondiale de produits pétroliers. C'est aussi par là que transitent 40% du carburant d'aviation mondial et 20% du gaz naturel liquéfié. Quand tu entends ces chiffres, tu comprends que ce n'est pas un simple détroit. C'est l'artère principale de l'économie mondiale. C'est le cœur qui pompe l'énergie dont dépendent des milliards d'êtres humains. Et ce cœur, depuis le 28 février, il bat à peine. À la suite de frappes militaires conjointes américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février 2026, le trafic maritime dans le détroit a quasi cessé. Les transits de navires sont passés d'environ 130 par jour en février à seulement 6 en mars, soit un effondrement de 95%, selon la CNUCED. 6 navires, 6 sur 130. Ça, ce n'est pas une perturbation, c'est un arrêt cardiaque logistique. Et la conséquence immédiate, elle est implacable. Les prix du pétrole ont bondi de 13% dès la fermeture du détroit, la plus forte hausse en 4 ans, et ont franchi la barre des 100 $ le baril. Puis ça a continué à grimper. La fermeture du détroit d'Ormuz a conduit à une hausse de près de 50% du prix du baril de Brent, qui a atteint jusqu'à 115 $ contre 70 avant la guerre. Et Thierry Brosse, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des énergies, a prévenu très clairement. Si le conflit au Moyen-Orient continue, c'est une question de jours. Après 5 semaines de conflit, les derniers bateaux qui ont emprunté ce passage avant sa fermeture seront arrivés à destination en Europe. C'est à ce moment que l'Europe sentira le manque de brut et les prix risquent de bondir à 150 $, voire plus. 150 $ le baril. Laisse cette idée te traverser l'esprit une seconde. Et maintenant, regarde ce que ça donne concrètement à la pompe en France. Le gasoil progresse pour atteindre 2,16 € le litre, le SP98 à 2,15 € le litre, tandis que le SP95, E10, s'établit à 2,05 € le litre. 2 € le litre. On y est. Ce n'est plus une projection pessimiste, c'est le prix que tu payes quand tu fais ton plein un mercredi matin de mai 2026. Le gazole s'affichait en moyenne à 2,16 €, le samplon stable à 1,98 € le litre. Et tu sais ce que disent les gens à la pompe? C'est limite un produit de luxe maintenant. On travaille pour payer l'essence pour aller travailler. Cette phrase, elle résume tout. Ce cercle vicieux où le carburant absorbe une part croissante du budget des ménages, surtout ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui vivent en zone rurale, ceux qui font 40 km pour aller travailler chaque matin. Je veux te poser une question. Est-ce que tu as calculé combien tu dépenses en carburant par mois depuis mars dernier? Vraiment calculé? Pas estimé vaguement? Fais-le. Ouvre ton application bancaire, regarde les relevés, et dis-moi en commentaire si le chiffre t'a surpris. Je parie que oui. Mais le carburant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, c'est l'inflation. Et là, les chiffres de l'INSEE sont sans appel. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,7% en mars 2026, après 0,9% en février. Cette hausse de l'inflation s'explique en grande partie par la montée rapide des prix de l'énergie, plus 7,4% après moins 2,9%, provoquée par celle des produits pétroliers. En un seul mois, on est passé d'une énergie en baisse à une énergie en flambée de 7%. Et ça ne s'est pas arrêté là. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,2% en avril 2026, après 1,7% en mars. Cette hausse de l'inflation s'explique de nouveau par la forte accélération des prix de l'énergie, plus 14,3% après plus 7,4%, en particulier de ceux des produits pétroliers, plus 31,4%. 14% de hausse sur l'énergie en glissement annuel, 31% sur les produits pétroliers. Et en mai, l'inflation française a légèrement accéléré en mai 2026, atteignant 2,4% sur un an. Le principal facteur explicatif réside dans la composante énergie, dont les prix progressent de 16,6% sur un an en mai.
ce poste a bénéficié d'un fort effet de rebond, notamment sous l'impulsion des prix du gaz, en hausse de 11,3 16,6 de hausse sur l'énergie, et le gaz qui explose aussi. Parce que oui, le gaz est lié au pétrole. Quand le détroit d'Ormuz se ferme, ce n'est pas juste le pétrole qui trinque. Environ 27 des exportations mondiales de pétrole et 20 des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié transitent par ce passage, 20 du GNL mondial. Donc, quand tu vois ta facture de gaz grimper, ce n'est pas parce que ton fournisseur a décidé de se faire une marge supplémentaire. C'est parce qu'à 8000 km de chez toi, un détroit est bloqué. C'est la mondialisation des risques, et ton portefeuille en paye le prix. Petit avertissement au passage, parce que c'est essentiel. Ce que je partage ici, ce sont des analyses, des réflexions personnelles, des données publiques que je recoupe pour te donner une vision claire. Ce ne sont pas des conseils financiers personnalisés. Ta situation est unique, tes revenus sont uniques, ton profil de risque est unique. Avant toute décision d'investissement ou de changement significatif dans tes finances, consulte un professionnel qualifié, un conseiller en gestion de patrimoine, un fiscaliste, quelqu'un qui connaît ta situation dans le détail. Maintenant, revenons à ce qui nous occupe. Parce que le vrai piège, celui dans lequel tombent la plupart des Français, c'est de croire que cette crise est passagère, que le pétrole va redescendre, que le détroit va rouvrir la semaine prochaine, que tout va rentrer dans l'ordre. Rappelle-toi 2022, le choc gazier lié à la guerre en Ukraine. Tout le monde pensait que ça allait durer quelques semaines. Résultat, le bouclier tarifaire a coûté des dizaines de milliards à l'État. L'inflation a dépassé 7 et les séquelles ont duré plus de 2 ans. Et cette fois, la situation budgétaire de la France est bien pire qu'en 2022. La réduction du déficit à 5,0 points de PIB, un niveau encore supérieur à celui atteint en 2022, serait insuffisante pour faire baisser le ratio de dette publique. Ce dernier continuerait d'augmenter et atteindrait 118,6 points de PIB fin 2026. 118,6 du PIB en dette. Les finances publiques françaises demeurent parmi les plus dégradées de la zone euro, avec le déficit public le plus élevé et le troisième rang des pays les plus endettés, derrière la Grèce et l'Italie. On emprunte plus cher que l'Italie maintenant. Les taux français sur les obligations d'État à 10 ans ont dépassé depuis 2 ans ceux de la plupart des autres pays les plus endettés de la zone euro et s'établissent à un niveau très proche des taux exigés en Italie et en Grèce. La France emprunte au même taux que la Grèce? Tu réalises ce que ça signifie? Ça signifie que les marchés financiers internationaux regardent la France avec la même méfiance qu'ils regardaient la Grèce pendant la crise de la dette souveraine. Et dans ce contexte, tu crois vraiment que le gouvernement va pouvoir te protéger avec un nouveau bouclier tarifaire? Avec quel argent? Le budget de l'État français en 2026? 1600 milliards d'euros de dépenses publiques, 1450 milliards de recettes, 152,5 milliards d'euros de déficit, 152 milliards de déficit. Le déficit s'explique par un écart structurel entre dépenses et recettes accumulées depuis 1974, dernière année d'excédent budgétaire en France. 52 années consécutives de déficit, 52 ans sans un seul budget à l'équilibre. Et c'est dans ce contexte qu'on nous dit que l'État va amortir le choc pétrolier. Soyons lucides. En 2022, le bouclier tarifaire a fonctionné parce que les taux étaient bas et que la dette était encore à un niveau gérable. L'INSEE avait estimé que la hausse des prix de l'énergie avait contribué à 3,1 points d'inflation sur un total de 5,3 %. Les mesures de bouclier tarifaire avaient réduit cet effet de moitié. Le bouclier avait réduit l'inflation de moitié, mais il avait coûté des dizaines de milliards. Aujourd'hui, l'État n'a tout simplement plus les moyens de recommencer à cette échelle. La réduction du déficit prévu reposerait sur un effort réparti entre hausse d'impôts de 12 milliards et économie en dépenses de 11 milliards, ces effets étant contrebalancés par une nouvelle hausse marquée de la charge de la dette, plus 9 milliards. 9 milliards de plus juste pour rembourser les intérêts de la dette. L'État paye de plus en plus cher pour emprunter, et il doit emprunter de plus en plus. C'est exactement la définition d'une spirale. Warren Buffett a dit un jour que c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui nageaient nus. Eh bien, la marée se retire en France. Et ce qu'on découvre, c'est un État surendetté, des ménages fragiles et une dépendance aux hydrocarbures qui reste massive malgré des décennies de beaux discours sur la transition énergétique. La vraie question, celle que personne ne pose sur les plateaux télé, la voici qui va payer la facture? Parce que cette inflation importée, ces prix du pétrole et du gaz qui grimpent, ce n'est pas une aubaine budgétaire pour l'État. Certes, la TVA sur le carburant rapporte un peu plus quand les prix montent. En France, le prix à la pompe est très largement déterminé par la fiscalité. La TVA à 20 % est calculée sur le prix hors taxe, mais aussi sur la TIEPE, ce qui crée un effet de taxe sur la taxe. Mais cette recette supplémentaire est dérisoire comparée au coût macroéconomique du choc. Parce qu'un ménage qui paye 2 € le litre de gazole, c'est un ménage qui consomme moins ailleurs. Moins de restaurants, moins de vêtements, moins de loisirs. Et quand la consommation baisse, les entreprises souffrent, les recettes fiscales baissent et l'économie ralentit. Le gouvernement retient toujours une prévision de croissance de 0,9 % pour 2026. La Banque de France table désormais sur 0,5 %, tandis que l'INSEE prévoit 0,7 %. Une croissance plus faible réduit généralement les recettes publiques et rend le rééquilibrage budgétaire plus difficile.
0,5% de croissance selon la Banque de France. C'est quasiment la stagnation. Et dans une économie stagnante avec une inflation qui accélère, tu sais ce que ça donne? De la stagflation. Le pire scénario possible pour un épargnant, pour un salarié, pour un retraité. Ton épargne perd de la valeur à cause de l'inflation. Ton salaire ne suit pas. Tes placements sûrs, type livret A, ne compensent pas la hausse des prix. Et si tu as un crédit immobilier à taux variable, ou si tu dois renégocier, les taux restent élevés parce que la BCE hésite à baisser dans un contexte inflationniste. La BCE semble devoir maintenir ses taux relativement inchangés au cours de l'année 2026, sauf si un épisode inopiné d'inflation devait l'amener à un relèvement préventif. Et ça, c'est exactement le risque auquel on fait face. Si les ménages et les salariés anticipent une inflation persistante à 2 ils demanderont des augmentations de 2 à 3 chaque année, créant une boucle salaire-prix qui pourrait transformer un choc d'inflation temporaire en inflation persistante. C'est un risque que la BCE surveille de très près, la boucle salaire-prix. C'est le cauchemar des banquiers centraux. Et c'est précisément ce qui menace la France en ce moment. Les ménages l'ont bien compris, d'ailleurs. Le solde d'opinion collecté à partir du 1er mars est en hausse d'environ 40 points par rapport aux réponses de fin février. Concrètement, cela signifie qu'environ 40% des ménages ont changé d'appréciation quant à l'évolution future des prix en France passé le 1er mars. 40% des ménages qui changent brutalement d'avis sur l'inflation en quelques jours. C'est un basculement psychologique massif. Et quand les anticipations d'inflation s'ancrent dans les esprits, elles deviennent autoréalisatrices. Les gens stockent, les entreprises augmentent préventivement leurs prix, les salariés négocient plus durement. Et le cercle infernal s'enclenche. Les ménages ont pu vouloir devancer la hausse, qu'ils jugeaient inéluctable. Une autre explication est que les ménages ont pu chercher à éviter une éventuelle pénurie. Et ça, c'est le comportement le plus dangereux, la panique de pénurie. On l'a vu en 2022 avec les files d'attente interminables devant les stations-service. Et ça recommence. Les données quotidiennes de prix à la pompe dévoilent une hausse continue durant le mois de mars 2026. La hausse mensuelle moyenne de l'ordre de 17% masque une hausse plus faible en début de mois et de près de 25% en fin de mois. 25% de hausse en fin de mois de mars. Tu imagines l'effet sur le budget d'une famille qui gagne le SMIC? Un plein qui coûtait 50 € en début de mois et qui en coûte plus de 63 semaines plus tard? Maintenant, parlons de ce que peu de gens anticipent, l'effet retardé. Parce que la hausse du pétrole ne se répercute pas instantanément dans tous les prix. Il y a un décalage. Les industriels absorbent d'abord, puis répercutent. Les transporteurs routiers encaissent, puis augmentent. Les agriculteurs voient leur coût de production monter. Et 6 mois plus tard, c'est le prix de tes fruits et légumes qui grimpe. Ce mouvement reflète en partie des effets de base défavorables, mais témoigne également de la sensibilité persistante de la facture énergétique française aux fluctuations des marchés de gros. Et ce qui est pervers, c'est que quand le pétrole finira par baisser, parce qu'il finira par baisser, les marchés sont cycliques. Les prix à la consommation ne redescendront pas au même rythme. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie des prix. Les hausses sont rapides, les baisses sont lentes. Les pétroliers et les distributeurs répercutent la hausse en quelques jours, mais prennent des semaines pour répercuter la baisse. 15 centimes de moins en moyenne pour le gazole sur 2 semaines d'avril 2026. Mais la baisse est sans doute déjà finie, alors que les cours du brut sont déjà repartis à la hausse sur le marché mondial. Même les périodes de baisse sont de courte durée, immédiatement rattrapées par une nouvelle hausse. C'est un piège permanent. Et au niveau mondial, les conséquences sont tout aussi dramatiques. Selon S&P Global, la hausse du prix du baril de pétrole depuis le début de la guerre en Iran a entraîné un effondrement de la demande globale de 5 millions de barils par jour. En raison de la hausse des prix, la demande globale s'est contractée de 5 millions de barils par jour en avril, soit la plus forte chute depuis la pandémie de COVID-19. La plus forte chute de la demande de pétrole depuis la pandémie. Ça te donne une idée de l'ampleur du choc. Et les alternatives au détroit d'Ormuz? Elles sont quasi inexistantes à l'échelle nécessaire. Selon l'EIA, très peu d'alternatives existent pour acheminer ce volume d'énergie. L'oléoduc IPSA d'Arabie Saoudite vers la mer Rouge est saturé à 40% de sa capacité maximale. L'oléoduc Habshan Fujairah des Émirats ne peut absorber que 2 millions de barils par jour sur les 20 qui transitaient normalement. 2 millions sur 20, 10%. C'est comme si tu avais une autoroute à 10 voies et qu'on te laissait une seule voie ouverte. Le bouchon est garanti, et les conséquences sur l'économie réelle sont terrifiantes. S'il nous manque 10 millions de barils par jour, cela correspond à la croissance économique du monde en 10 ans. Donc sans alternative, on va effacer à peu près 10 ans de croissance économique. 10 ans de croissance mondiale effacée. Évidemment, c'est le scénario du pire, celui où aucune solution diplomatique n'est trouvée. Mais le simple fait qu'un expert de Sciences Po évoque ce scénario devrait nous alerter. Les compagnies aériennes ont annulé 13 000 vols à l'échelle mondiale pour le mois de mai en raison de la hausse des prix du kérosène. 13 000 vols annulés. Et tes billets d'avion pour cet été? Vos billets d'avion ont bondi de 20 à 40%. Les prix alimentaires menacent d'exploser à l'automne. Et des centaines de milliers de Français ont déjà annulé leurs vacances. 20 à 40% de hausse sur les billets. Des centaines de milliers de Français qui annulent leurs vacances. C'est ça, la réalité du choc Ormuz. Ce n'est pas un concept abstrait de géopolitique. C'est ta vie, ton budget, tes choix du quotidien. Alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On panique? Non. On subit passivement? Certainement pas. On agit.
Et c'est exactement ce dont on va parler dans la suite. Parce qu'il existe des leviers concrets, des actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour te protéger contre ce choc énergétique. Des leviers que l'État met à disposition mais dont très peu de Français profitent et des stratégies personnelles de bon sens que tout le monde peut appliquer. Si tu trouves que ces informations sont utiles, si tu penses que ton entourage devrait aussi les connaître, partage cette vidéo. Et abonne-toi à Mathieu's Finance si ce n'est pas déjà fait, parce que le suivi de cette crise va durer des mois et je serai là pour te tenir informé à chaque étape. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, qu'on a compris pourquoi le détroit d'Ormuz fait trembler ta facture et pourquoi l'État n'a pas les moyens de jouer les pompiers comme en 2022, passons aux solutions. Parce que rester les bras croisés en regardant sa facture de gaz monter, ce n'est pas une stratégie, c'est une capitulation. Et moi, Lucas, je refuse de capituler, et je refuse que tu le fasses. Premier levier, et probablement le plus puissant à moyen terme, l'isolation de ton logement. Ça paraît banal comme conseil, presque trop simple, mais les chiffres sont implacables. Un logement mal isolé, c'est une passoire à billets de banque. Chaque hiver, tu chauffes l'extérieur autant que l'intérieur. Et quand les prix du gaz montent de 11% en un an et que l'énergie globale fait plus 16%, tu comprends que chaque kilowattheure gaspillé est un euro jeté par la fenêtre. Littéralement par la fenêtre, d'ailleurs, puisque les fenêtres mal isolées sont l'un des premiers postes de déperdition thermique. Et c'est là que MaPrimeRénov entre en jeu. MaPrimeRénov Parcours par Geste est une aide de l'État qui permet de financer une partie des travaux de rénovation énergétique au sein de ton logement. Le guichet MaPrimeRénov est de nouveau ouvert depuis le 23 février 2026 pour l'ensemble des ménages et des parcours. Beaucoup de gens ne savent même pas que le guichet a rouvert. Après une suspension complète depuis le 1er janvier 2026, faute de validation du budget, le guichet a rouvert dès la promulgation de la loi de finances 2026. Tous les ménages, quel que soit leur revenu, peuvent à nouveau déposer une demande, que ce soit pour un parcours par geste ou pour une rénovation d'ampleur. Tous les ménages, pas seulement les plus modestes. Tout le monde, et les montants sont significatifs. Cette aide collective finance jusqu'à 45% du montant des travaux, dans la limite de 25 000 € par logement, à condition que les travaux permettent un gain énergétique d'au moins 35%. 45% des travaux financés. Et si tu cumules avec les primes énergie des certificats d'économie d'énergie, le simple cumul de MaPrimeRénov et de la prime énergie permet de couvrir jusqu'à 60% des dépenses liées à ton isolation extérieure. 60%. Et pour les foyers les plus modestes, ça peut monter encore plus haut. Le total MaPrimeRénov plus CEE est plafonné à 90% pour les très modestes. Jusqu'à 90% du montant des travaux couverts pour les foyers très modestes. 90% pris en charge. Ça veut dire que sur un chantier d'isolation à 10 000 €, tu ne payes que 1 000 € de ta poche. 1 000 € pour économiser des centaines d'euros chaque année sur ta facture de chauffage, pendant des décennies. C'est le meilleur retour sur investissement que tu trouveras. Aucun livret A, aucun PEA, aucun ETF ne t'offre ce rendement garanti et sans risque. Attention cependant, il y a eu des changements importants en 2026. Depuis le 1er janvier 2026, l'isolation des murs et les chaudières biomasse ne sont plus financées dans le parcours par geste. L'isolation des murs en monogeste, c'est fini. L'isolation des murs par l'intérieur et par l'extérieur ne sont plus financées dans ce parcours. Elles restent éligibles dans le cadre de la rénovation d'ampleur. Donc, si tu veux isoler tes murs, il faut passer par le parcours rénovation d'ampleur, qui est plus ambitieux mais aussi mieux financé. Le parcours rénovation d'ampleur est destiné aux logements les plus énergivores, étiquette E, F ou G. Il finance une rénovation globale visant à faire gagner au moins 2 classes d'étiquette DPE. Avec l'adoption de la loi de finances, ce parcours est à nouveau accessible à tous les ménages, quel que soit leur revenu. Et concrètement, tu peux faire quoi? L'isolation de tes combles, le remplacement de tes fenêtres simple vitrage, l'installation d'une pompe à chaleur, la ventilation mécanique. MaPrimeRénov permet de financer les travaux d'efficacité énergétique grâce à 2 parcours. Le parcours par geste pour des travaux simples comme l'isolation thermique, le chauffage ou la ventilation, et le parcours rénovation d'ampleur pour un bouquet de travaux combinés. Prenons un exemple concret. Sophie, 38 ans, vit à Limoges dans une maison construite en 1985, classée F au DPE. Facture de chauffage annuelle 2 400 €. Elle passe par MaPrimeRénov rénovation d'ampleur, isolation des combles, remplacement des fenêtres, installation d'une pompe à chaleur Aéro. Coût total 25 000 €. Prise en charge par les aides 15 000 €. Reste à charge 10 000 € qu'elle finance partiellement par un éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro reste mobilisable en 2026 pour financer un projet d'isolation thermique. C'est un prêt sans intérêt dont le but est de faciliter le financement des travaux sans condition de ressources. Résultat, après travaux, sa maison passe en classe C. Sa facture de chauffage descend à 1 000 € par an. Elle économise 1 400 € chaque année. En 7 ans, l'investissement est amorti. Après, c'est du bénéfice net. Et en plus, la valeur de sa maison augmente parce qu'un bon DPE, ça se vend mieux. Est-ce que tu connais le DPE de ton logement? Si tu es propriétaire et que tu n'as pas fait de diagnostic récemment, c'est la première étape. Un seul geste qui te dit exactement où tu perds de l'énergie et de l'argent. La méthode de calcul du DPE a évolué en 2026. Le coefficient de conversion de l'électricité est passé de 2,3 à 1,9.
ce qui peut améliorer la classe énergétique de certains logements. Donc, si tu as un ancien DPE défavorable, il vaut peut-être le coup de le refaire. Ta maison pourrait passer dans une meilleure catégorie, ce qui ouvre d'autres possibilités. Deuxième levier, ta voiture. Et là, je ne vais pas te dire d'acheter une Tesla à 50 000 €. Ce serait déconnecté de la réalité de la plupart des ménages. Mais il y a des options intermédiaires intelligentes. L'hybride léger, par exemple. Les motorisations hybrides légères offrent un bon compromis pour les longs trajets autoroutiers. Leur surconsommation en ville disparaît dès que la vitesse se stabilise. Et le bioéthanol E85, c'est un levier massif que beaucoup ignorent. L'an E85, le bioéthanol, est disponible à moins de 0,90 € le litre en juin 2026, compatible avec de nombreux véhicules FlexFuel. Moins de 90 centimes le litre contre plus de 2 € pour le SP95. Quand le plein te coûte 2 fois moins cher, sur un an, c'est 1 000 à 1 500 € d'économie pour un conducteur moyen. Et le boîtier E85, qui permet de convertir ton véhicule essence, coûte entre 700 et 1 200 €, amorti en moins d'un an. C'est de la pure logique économique. Troisième levier, tes contrats d'énergie. Si tu es encore en offre de marché à tarif indexé, chaque hausse du marché de gros se répercute directement sur ta facture. En période de flambée comme celle que nous vivons, un contrat à prix fixe peut te sauver la mise. Pour les entreprises industrielles et les ménages, ce regain de pression sur l'énergie constitue un signal à surveiller, alors que les dispositifs de protection tarifaire mis en place ces dernières années ont progressivement été démantelés. Les boucliers ont été démantelés. Tu es exposé. Alors protège-toi toi-même. Compare les offres sur le comparateur du médiateur de l'énergie. Regarde les offres à prix fixe sur 1, 2, 3 ans. Calcule et fais ton choix en connaissance de cause. Je sais que c'est fastidieux, que tu préférerais ne pas avoir à t'en occuper. Mais ne pas s'en occuper, c'est laisser quelqu'un d'autre décider combien tu vas payer. Et en ce moment, ce quelqu'un d'autre, c'est le marché mondial du pétrole et du gaz, influencé par un conflit au Moyen-Orient sur lequel tu n'as aucun contrôle. Le seul contrôle que tu as, c'est sur tes propres choix. Quatrième levier, ta stratégie d'investissement. Et là, on rentre dans le territoire de Mature Finance. Parce que dans un contexte d'inflation qui remonte, tout ton patrimoine est concerné. Ton livret A rapporte 3 %, avec une inflation à 2,4 %, ton rendement réel est de 0,6 %. Autant dire rien. Ton assurance vie en fonds euros? Pareil. Et si l'inflation continue de grimper vers 3 % comme certains le prévoient, ton épargne garantie te fait perdre de l'argent en pouvoir d'achat. Alors quelles options? Le PEA, déjà. Si tu n'en as pas un, c'est le premier outil à ouvrir. L'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour un résident français qui veut investir en bourse. Après 5 ans de détention, tes plus-values ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux de 17,2 % contre la flat tax de 30 % sur un compte titre ordinaire. Et dans ce PEA, les ETF sectoriels peuvent être particulièrement intéressants en période de choc énergétique. Les ETF énergie, les ETF matières premières, les ETF qui répliquent les indices des entreprises du secteur pétrolier européen. Ces valeurs montent quand le pétrole monte. C'est une couverture naturelle. Si ta facture de carburant augmente, au moins ton portefeuille compense en partie. C'est ce qu'on appelle la corrélation stratégique. Tu alignes tes investissements avec les risques auxquels tu es exposé dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la protection intelligente. Mais attention, et j'insiste là-dessus, je ne te dis pas de mettre tout ton argent dans le pétrole. La diversification reste la règle d'or. Un portefeuille équilibré, c'est des actions, des obligations, de l'immobilier, du cash. Et la proportion dépend de ta situation personnelle. C'est un principe que même les plus grandes légendes de l'investissement respectent. Il y a une philosophie que j'aime beaucoup rappeler, c'est celle de la marge de sécurité. Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, insistait sur le fait qu'il ne faut jamais investir sans une marge de sécurité suffisante. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder une réserve de prudence, un coussin de protection. En ce moment, ce coussin est plus important que jamais. Garde 3 à 6 mois de dépenses en épargne de précaution. Ne t'expose pas au-delà de ce que tu peux te permettre de perdre. Et diversifie géographiquement. N'est pas tout en France, tout en Europe. Le monde ne se résume pas au détroit d'Ormuz. Cinquième levier, et celui-là est psychologique, ne panique pas, mais ne te rendors pas non plus. Il y a un juste milieu entre la panique irrationnelle et le déni confortable. Ce juste milieu, c'est la vigilance informée. C'est ce qu'on fait ensemble, ici, sur Mature Finance. On regarde les chiffres, on comprend les mécanismes et on prend des décisions éclairées. Août-décembre 2026, il y a un risque d'un plateau ou d'une légère baisse si les prix pétroliers se stabilisent et si la saisonnalité estivale réduit les besoins énergétiques. La prévision annuelle pour 2026 est de 1,8 à 1,9 % d'inflation en moyenne. Il y a de l'espoir. Si la diplomatie fonctionne, si le détroit rouvre, les prix peuvent redescendre. Si la paix revient au Moyen-Orient, les prix pétroliers pourraient chuter à 70, 75 $ le baril et faire baisser l'inflation en dessous de 1,5 % en 2027. Mais si ça ne se passe pas comme ça, si la tension persiste, l'inflation risque de rester à 2,0, 2,5 %. C'est pourquoi il faut se préparer aux deux scénarios. Se protéger si ça empire, être prêt à en profiter si ça s'améliore. Parlons d'un cas concret que j'ai vu passer la semaine dernière.
Un ami à moi, Maxime, 43 ans, 2 enfants, habite en banlieue de Toulouse. Il fait 45 km aller-retour chaque jour pour aller travailler. En 2025, son budget carburant mensuel, c'était 180 euros. Depuis mars 2026, il est monté à 250 euros, 70 euros de plus par mois, 840 euros de plus par an, juste en carburant. Sans compter la hausse de sa facture de gaz, l'augmentation de ses courses alimentaires liées au coût du transport des marchandises. Au total, il estime que la crise d'Ormuz lui coûte environ 1500 euros par an. 1500 euros, c'est un 13e mois qui disparaît. Et Maxime gagne correctement sa vie. Imagine pour quelqu'un au SMIC, pour une mère isolée avec 2 enfants, pour un retraité avec une pension minimale. C'est ça, la réalité sociale de cette crise. Ce n'est pas un sujet de géopolitique abstrait. C'est de la survie budgétaire pour des millions de Français. Et l'État, qu'est-ce qu'il propose? Seul l'État maintient un effort important d'économie malgré la hausse de la prime d'activité, avec une forte mise à contribution de nombreux ministères hors régaliens. Des économies sur les ministères, c'est-à-dire moins de services publics, moins de postes dans les hôpitaux, les écoles, les tribunaux. Et en parallèle, les prélèvements obligatoires augmenteront de 0,3 points de PIB. La contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises est fortement augmentée et la CSG sur les revenus financiers relevée de 1,4 points. La CSG sur les revenus financiers augmente de 1,4 points. Ça touche directement tes dividendes, tes plus-values, tes intérêts. C'est un argument de plus pour optimiser ton enveloppe fiscale. Le PEA protège tes gains des prélèvements sociaux supplémentaires. Enfin, partiellement. Le PER te permet de déduire tes versements de ton revenu imposable, ce qui est particulièrement intéressant si tu es dans une tranche marginale élevée. Les ménages à revenus modestes subissent plus fortement la hausse de l'énergie. C'est là que les choix individuels prennent tout leur sens. Parce que l'État ne viendra pas sauver tout le monde cette fois-ci. Le bouclier tarifaire, c'est fini. Il reste des aides ciblées, comme le chèque énergie, comme MaPrimeRénov'. Mais le reste, c'est à toi de le construire. Ta propre protection, ton propre bouclier. Il y a un autre angle que je veux aborder, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la dépendance énergétique de la France. On a le plus grand parc nucléaire d'Europe. On produit environ 70% de notre électricité avec le nucléaire. C'est un atout considérable, mais on reste massivement dépendant du pétrole pour les transports et du gaz pour le chauffage. Et tant que cette dépendance persiste, chaque crise au Moyen-Orient, chaque fermeture de détroit, chaque guerre, se traduira directement dans ton portefeuille. La solution structurelle, c'est l'électrification. Voiture électrique, pompe à chaleur, chauffage électrique performant. Plus tu remplaces le pétrole et le gaz par de l'électricité produite en France, moins tu es exposé aux chocs mondiaux. C'est une stratégie d'indépendance personnelle qui rejoint la stratégie d'indépendance nationale. Et c'est aussi une stratégie financière, parce que l'électricité française, grâce au nucléaire, est structurellement moins volatile que le gaz ou le pétrole importé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas augmenter. Ça veut dire que ces variations sont plus prévisibles, plus contrôlables et moins soumises aux caprices géopolitiques. Je veux conclure sur un point essentiel. Tout ce que je viens de te présenter, l'isolation, le véhicule, les contrats d'énergie, l'investissement, l'optimisation fiscale, ce ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des briques. Des briques qui, empilées les unes sur les autres, construisent ta résilience financière. Et la résilience, c'est exactement ce dont tu as besoin dans un monde où un détroit de 34 km peut faire trembler l'économie de toute la planète. Le pétrole, c'est ce qui fait tourner nos vies, notre mode de vie occidental. C'est vrai. Et c'est exactement pour ça qu'il faut commencer à s'en émanciper. Pas par idéologie, par pragmatisme financier. Chaque euro que tu investis dans l'isolation de ton logement, dans un véhicule plus sobre, dans des contrats d'énergie mieux négociés, c'est un euro qui te rend moins vulnérable à la prochaine crise. Parce qu'il y aura une prochaine crise. Il y en a toujours une. Et ceux qui s'en sortent le mieux, ce ne sont pas ceux qui avaient le plus d'argent au départ. Ce sont ceux qui avaient anticipé, ceux qui avaient pris le temps de comprendre, ceux qui avaient agi avant que la tempête ne frappe. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour te protéger? Est-ce que tu as fait des travaux d'isolation? Est-ce que tu as changé de contrat d'énergie? Est-ce que tu as adapté ta stratégie d'épargne? Je veux savoir. Parce que c'est en partageant nos expériences qu'on progresse ensemble. Et si tu découvres Mature Finance avec cette vidéo, bienvenue. On est une communauté de gens qui refusent de subir passivement leur situation financière. On analyse, on comprend, on agit. Et on le fait ensemble. Alors abonne-toi, active la cloche, et on se retrouve très vite pour la suite de cette analyse. Parce que cette crise, elle n'est pas terminée, loin de là. Et moi, Lucas, je serai là pour la décortiquer avec toi, étape par étape. La facture énergétique de 2026, ce n'est pas une fatalité, c'est un défi. Et les défis, ça se relève.